En vrai, l'entrepreneur qui n'est pas un pro des procédures collectives, moi c'est ma première boîte, il n'a pas d'interlocuteur. Donc moi je vais aux audiences tout seul, sans avocat, face à des gens qui peuvent se payer des avocats. Ouais. L'aventure que j'ai vécue, si c'était à refaire, je la referais. Salut Thierry, ça va? Salut Nelly. Alors est-ce que tu as ton ticket pour le tour de manège? Je t'en prie, installe-toi. Merci. Dans le wagon infernal. Je te présente Sherazade, maître Akil. Salut Thierry. Enchanté. On est sur un nouveau format où on invite un entrepreneur, un expert pour avoir plein de tips grâce à la clinique de la crise qui nous accompagne. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Oui, alors Sherazade Akil, avocate au barreau de Paris depuis 6 ans et j'exerce en droit des entreprises en difficulté ou restructuring. Super. Est-ce que Thierry, t'es prêt? On est dans le manège infernal. Est-ce que tu es fan des roller coasters? Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais ouais, j'adore. Ouais, les sensations fortes. Ouais. Comme l'entrepreneuriat. En vrai, c'est exactement la même chose. Hein. C'est assez impressionnant de voir les pointes d'adrénaline, que ça soit ascendant ou descendant, au point où on devient addict à la fin. Et même la période de stress, de faillite, à la limite, on vit la même intensité en termes d'adrénaline que la phase ascendante et on devient accro à ça, quoi, je trouve. Dans les deux cas, il faut un looping à un moment. C'est clair, c'est que ça en fait, finalement, des montées, des descentes, c'est ça, des loopings à l'envers, à l'endroit. Et on a reçu ton dessin. Au moment où tu l'as fait, c'était quoi ton... Quand on fait ce dessin, c'est un peu une introspection finalement. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as... Déjà, j'ai fait 10 ans de cours de dessin, donc je me suis rappelé de tout ce que j'avais appris. Je l'ai fait ce matin et... sur la table chez moi non mais je le connais par cœur ce truc, donc c'était pas une surprise. Quand tu m'as demandé de faire un dessin, j'avais déjà cette courbe en tête, mais il n'y a pas la place sur une feuille A4 pour montrer le niveau. Enfin, ça dépassait sur ma table et ça revenait en dessous parce que le niveau d'intensité que j'ai vécu chez Mastéo, c'est que d'autres entrepreneurs ont pu vécu et indescriptible, vraiment. Moi, j'ai créé la boîte, j'ai fait ma première vente, c'est de l'immobilier. Hein, c'est une boîte qui aide les gens à investir dans l'immobilier. Je l'ai créée dans un bar PMU avec un associé que je ne connaissais pas en 2019. On a fait notre première vente en 2020. En 2022, on était 400 salariés. On faisait 20 millions de chiffre d'affaires. La boîte valait 150 millions. 2 ans plus tard. Bon, on va en parler, on va s'accrocher. Et l'année d'après, elle a fait faillite. C'est un niveau de... Enfin bref. Allez, c'est parti. Ouais. On démarre. Donc, départ, HEC, on monte sur une pente ascendante. Là, c'est une carrière classique de... malheureusement, comme on est sur un écosystème très archétypal, c'est prépa, école de commerce, et j'aimerais bien que ce soit un peu plus diversifié, mais bon, moi j'ai le parcours classique du Parisien qui fait une école de commerce. Ensuite, j'ai... C'est pas négatif, hein, parce qu'on dit non, c'est négatif. Mais ce que je trouve négatif, c'est que ça soit toujours les mêmes profils. C'est le blond parisien qui fait sa prépa et qui finit à HEC et qui ensuite va faire... de la finance. Bon, moi, je suis parti faire de la finance à Londres. C'était assez marrant. C'était l'ambiance Loup de Wall Street, version londonienne, et je me suis bien marré. Et c'est là où j'ai eu mes premiers pics d'adrénaline sur le trading floor et où j'ai eu des notions de risque, en fait. Le trading, ça n'a aucune utilité sociétale, mais ça t'apprend la notion de risque. Et ça t'apprend que quand tu veux gagner de l'argent, de 3 unités d'argent, il faut mettre 3 unités de risque en face, sinon ça n'existe pas, ou alors c'est un mispricing. Et donc ça m'a accoutumé à cette notion de dire si je veux gagner beaucoup d'argent, il faut que je prenne beaucoup de risques. Mais je ne peux pas gagner beaucoup d'argent ou un équivalent non financier, c'est-à-dire vivre un truc intense sans y mettre la proportion de risque qui va avec. Ça, c'est la seule règle que tu apprends en finance, c'est que les deux sont corrélés. Et en immobilier, c'est pareil. Tu veux du rendement, tu finis à Roubaix et tu as de la sinistralité locative qui va avec. Mais voilà, y a pas, sinon c'est une fraude. Et finalement, ce côté trader qui est rattaché au court-termiste, Ouais. On est très court-termiste dans le trading, est-ce que du coup c'est lié, tu trouves, à la vie de l'entrepreneur, entre les deux? Oui, pour les pics d'adrénaline dont je parlais et pour l'appréhension du risque. Mais c'est les seuls liens que je fais. Et puis moi, dans ma matière immobilière, j'ai repris l'approche data, scientifique, analyser un marché avec des stats plutôt qu'avec de l'émotion. Donc c'était plus analytique, mon approche de l'immobilier quand j'ai créé Mastéos que d'autres. Ok, et voilà. Là on voit donc une petite ascension avec une descente, une première descente. Ouais, parce que à force quand même, j'ai fait un micro burn-out au bout de 2 ans parce que c'est infernal comme rythme. Et j'avais des problèmes de couple et j'en avais marre de Londres, donc je suis rentré.
mais comme j'étais à Londres, je ne touchais pas de chômage en France. J'avais dépensé tout ce que j'avais gagné dans la vie londonienne, donc j'avais pas d'épargne. Et en fait, je me suis retrouvé, je pensais que j'allais retrouver un boulot facilement à Paris, mais pas du tout. Et donc, littéralement, j'ai dû m'inscrire au RSA, ce qui est vraiment choquant parce que j'étais ancien trader, mais en fait, j'avais pas de source de revenus et mes parents, ils voulaient pas me prêter. J'en avais marre de taxer mes potes, donc je suis allé Porte d'Italie m'inscrire au RSA, tout en postulant dans des boîtes. Et puis j'étais en errance, je savais pas quoi faire, je trouvais pas de boulot parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot pour les traders à Paris. Et j'avais pas un super CV honnêtement parce que j'avais fait d'autres trucs à part et j'avais un CV hyper décousu donc personne ne voulait de moi. Et j'ai rencontré un type, j'ai fait un stage d'observation dans une start-up d'immobilier qui s'appelle Bivouac. On est resté quelques mois et là j'ai rencontré un type que je connaissais pas qui s'appelle Maxime Anquier. Et on allait se mettre dans un bar du 10e et on a créé Mastéos vraiment par défaut, quoi, en attendant de trouver une meilleure idée. On se dit, bon, bah voilà, il faut un acheteur, un vendeur, un bien immobilier au milieu, et puis nous, on prend une com, ça devrait pas être très compliqué. Donc Maxime a fait le site. Moi, j'ai essayé de trouver 2-3 clients sur LinkedIn. J'ai allé à Rouen, à Lille, essayer de trouver des apparts ou des immeubles un peu rentables pour les clients qu'on trouvait. Et la première année, on a fait 0 de chiffre d'affaires, quoi. Donc on a déposé les statuts en février 2019, et puis en 2019, il ne s'est rien passé. Et donc, moi, je me suis vachement endetté justement pour tenir l'année, pour me payer, Maxime aussi. Et 2020, on a fait une première vente et puis c'était l'époque des taux zéro et il y avait une effervescence sur le marché de l'investissement locatif, donc super timing. Et là, on a commencé à bien vendre, on est devenu visible. Il y a un fonds de venture capital, les fonds qui investissent dans les startups, qui est venu nous voir et qui nous a proposé un premier chèque, une term sheet. Donc là, on s'est embarqué dans le track des levées de fonds que je ne connaissais pas. Et moi, quand j'ai vu un fonds me proposer 1 million, je suis devenu fou, j'ai signé direct, j'ai même pas lu les termes. Donc là, Sherazade, tu peux intervenir à ce moment-là, je pense. Oui, il faut faire effectivement très attention à ça. C'est vrai que quand il y a cet emballement et puis voilà, ces levées de fonds, bon, tout peut aller très vite. Et donc, effectivement, il faut être bien accompagné à ce moment-là. Effectivement, avoir un conseil juridique, c'est plutôt pas mal. Voilà, de bien conseiller, de bien faire les choses parce qu'après, ça peut avoir des répercussions. Donc, éviter après d'éventuels contentieux. Donc, ouais, bien s'entourer, c'est important. Bien lire le pacte associé. Ouais. Moi, c'est comme quand j'ouvre iTunes ou Apple, je clique sur suivant, Ouais. tu sais, je lis pas le... Ouais. Non, mais je dis ça à moitié en rigolant parce qu'on avait quand même 2-3 conseils juridiques, mais c'est vrai que face à un montant à 7 chiffres, quand on est au RSA, on est prêt à vendre son âme au diable, quoi. Bon, alors, je n'ai pas vendu mon âme au diable, mais c'est juste que à partir de là, il y a de l'argent qui arrive, donc on peut se développer beaucoup plus vite. C'est vraiment des stéroïdes. L'argent VC, ça permet de gagner des années de croissance parce que du coup, on peut embaucher, on n'a plus à être au centime, on peut commencer à respirer. Mais de l'autre côté, on se dépossède d'une partie de la boîte. En l'occurrence, c'est à peu près 20% qu'on va céder à chaque tour. Et donc, on a commencé avec ce premier ticket. En tout, on a levé en 2 ans 65 millions d'euros. Donc ça allait très vite. Ça a un effet boule de neige parce qu'il y a un premier qui arrive. Derrière, ça nous permet de faire une petite performance commerciale puisqu'on a le budget pour la faire. Et puis du coup, ça attire un deuxième. Et puis après, la mayonnaise monte. Et puis il y a un effet FOMO, tu sais, Fear of Missing Out, où tout le monde veut en être parce qu'il y a un petit acteur qui commence à émerger dans le secteur de la PropTech. Et après, on joue pas mal là-dessus. Et c'est vrai que la performance commerciale était bonne derrière parce qu'on a fait 1500 investissements immobiliers en 3 ans, quoi. Donc, ouais, ça suivait quand même derrière. Ça suivait. Alors c'est facile quand il y a du budget, mais bon quand même, on a fait vraiment beaucoup de ventes et on avait une croissance, on faisait x3 sur le chiffre d'affaires. On le voit, Star is Born. Ouais. Et puis c'était notre première boîte, on n'avait jamais fait d'immobilier, donc nous on était contents que ça marche aussi bien et on est devenu leader du secteur de l'investissement locatif très rapidement. Et puis c'est vrai qu'au sommet c'était impressionnant parce qu'on avait le ministre du logement qui venait, on avait des émissions de télé tout le temps, moi j'étais sur BFM quasiment toutes les 2 semaines. Il y avait 400 salariés alors que j'étais dans un bar PMU à côté des toilettes il y a 2 ans. Et on a pris un hôtel particulier dans le Marais magnifique. C'était de l'hypercroissance. Hypercroissance avec les paillettes. L'argent, c'était même pas un sujet parce que tu vois, la boîte, très vite, elle s'est valorisée. Le point haut, c'était 155 millions d'euros. Donc moi, mes parts, elles valaient 25 ou 30 millions d'euros et je regardais même pas, tu vois, parce que j'étais dans le... puis après, il y a eu la crise des taux qui sont remontés brutalement. Ils ont fait x4 en 1 an. Nous, on était piqués à l'argent VC. Donc dès qu'on avait plus de cash, nos actionnaires ils remettaient. Mais même au dernier moment, on les appelait, on faisait un board et puis il y avait une term sheet qui tombait et on passait 6 mois et on refaisait une levée. Sauf que là, dans le contexte d'un marché immobilier complètement mort, les VC n'ont pas voulu remettre.
Et donc, on s'est quand même mis à stresser sur la trésor, ce qui en général n'est pas un sujet. Bah là, à 2 mois de l'échéance, on a compris qu'on n'allait pas être financé et qu'en plus, il n'y avait plus beaucoup de clients dans le contexte. Et j'ai commencé à m'intéresser à ton univers, des procédures collectives. J'ai appris qu'il y avait une règle de 45 jours pour déposer une cessation de paiement, ce que j'ignorais totalement. Et mes actionnaires se sont bien gardés de me le dire parce que je pense qu'eux-mêmes n'ont pas une grande culture des procédures collectives, vu que les startups qui font faillite, c'est un peu nouveau, vu que les startups, c'est nouveau. Donc, ils n'en ont pas vu beaucoup et il n'y avait pas cette culture au board. Et moi, j'arrive et je parle à une avocate qui me dit « Thierry, en fait, si tu ne déposes pas ta cessation de paiement là, dans les 48 heures, tu risques d'aller en prison. » Oula, voilà, c'est pas du tout la culture des startups. Justement, Sherazade, sur ce point-là, quand on parle de pénal, ça fait peur. Ouais, ça fait tout de suite très peur. Pénal, je sais pas, mais en tout cas, ils m'ont dit que j'allais prendre très cher si ouais. je déposais pas vite. En termes de faute de gestion, notamment, effectivement, on a cette obligation de déposer le bilan dans les 45 jours de la cessation des paiements. La cessation des paiements, c'est quoi ? En grosso modo, c'est quand l'entreprise ne peut pas payer ce qu'elle doit. Voilà. Et effectivement, il y a cette obligation soit de déposer en vue de l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire si la poursuite d'activité n'est pas envisageable. Et comment tu anticipes les 45 jours ? Déjà, il faut être au courant de cette règle. Hein. Déjà. Et c'est ça le problème, c'est que la majorité des chefs d'entreprise ne le savent pas. Surtout en start-up où vraiment on est tout le temps en cessation de paiement, puisque par définition, on fait une poursuite d'activité déficitaire. Si on n'aurait pas besoin de lever d'argent si on était rentable. La raison pour laquelle on lève des fonds, c'est pour faire de l'hypercroissance qui coûte très cher, c'est ce qu'on appelle le burn. Et une start-up, ça burn énormément. Et donc, on est tout le temps en poursuite d'activité déficitaire. Donc, à l'instant T, t'es en faillite. Alors, c'est un peu... Si on pousse le trait, ouais. Mais en fait, on est très souvent en cessation de paiement, plus ou moins sans le savoir. Parce qu'il y a des factures qu'on peut décaler, il y a des paiements qu'on peut demander à avancer. Il y a un refinancement qui peut arriver assez rapidement. Et 45 jours, j'ai le temps de faire une levée de fonds moi, en 45 jours. Et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas possible à 20 jours de la fin. Donc c'est difficilement compatible ces règles du Quai de Corse avec le monde des startups du Hoxton. Le Hoxton, c'est là où on signe les term sheets dans le sentier, c'est un hôtel. Ouais, c'est très compliqué cette notion d'état de cessation des paiements parce qu'il y a la réalité comptable et il y a la réalité juridique, c'est deux choses bien différentes. Et effectivement, c'est une notion qui est difficilement... c'est difficile de l'appréhender, surtout quand on a la tête dans le guidon, et notamment pour les startups où effectivement il y a toujours cet état de cessation des paiements latent. Voilà. Structurel en fait. Voilà, et ça, ce refinancement de dernière minute, la culture du refinancement en last minute, on parle de runway, donc le runway c'est ta trésor, le burn c'est ce que tu crames, et en fait tu as toujours un runway... en tout cas, à mon époque, c'était pas choquant d'avoir 3-4 mois de runway parce que tu savais que tu avais le temps de faire une levée de fonds. Et donc, mais en fait, dans un environnement où les levées de fonds sont plus possibles, la règle des 45 jours commence à prendre un peu d'importance. C'est ça. Et finalement, là, à ce moment-là, c'est qui l'interlocuteur ? C'est le comptable, c'est l'avocat, c'est tous en même temps ? Alors, en fait, dès qu'on commence à percevoir les premières difficultés de l'entreprise, ce qui est bien, c'est de recourir à une procédure préventive. Et le droit français nous en offre deux. On a la conciliation et le mandat ad hoc, mais malheureusement, beaucoup de chefs d'entreprise ne le savent pas et donc agissent trop tard. Et donc, on va en redressement ou en liquidation. Mais on a ces deux procédures qui sont confidentielles et qui se soldent dans 70% des cas par un succès, parce qu'on arrive à négocier avec les créanciers des accords de règlement. Et donc, voilà, on peut effectivement recourir à ces procédures donc, qui sont confidentielles. Ça, c'est vraiment tout l'atout de ces procédures. C'est-à-dire que personne ne le sait, à part les créanciers qui sont dans la procédure. Et donc, ça vous permet d'avoir un souffle, on va dire, de trésor, le temps de... Mais finalement, sur un mandat ad hoc, personne ne le sait, mais quand même pas mal d'acteurs sont au courant. Alors, ceux qu'on met effectivement dans la procédure, ceux avec lesquels on va négocier. Voilà, donc ce sont les principaux créanciers de l'entreprise. Donc, en général, les créanciers bancaires, voilà, les investisseurs. Ceux-là, oui, le savent. Mais par contre, les petits, entre guillemets, les petits créanciers, fournisseurs, et voilà. Parce qu'en fait, c'est comment on protège l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, il n'a pas non plus envie de dire. Bien sûr. C'est la catastrophe. C'est un élément que d'autres boîtes n'ont pas. Mais nous, les startups, on est très exposés médiatiquement. C'est ça. En tout cas, Mastos, c'était le cas. Et on va faire monter les valos avec un peu de presse, un peu de médias. Et c'est sûr que l'info, elle fuite. Donc, c'est des trucs où on a cette contrainte en plus de ne pas être grillé médiatiquement. Et donc, on y pense à deux fois avant de se lancer en conciliation, d'autant plus qu'il faut vraiment anticiper parce que c'est des procédures que tu fais bien en amont de ta cessation de paiement. Et encore une fois, nous, on navigue à vue dans l'univers des startups. On est à 3 mois, à 6 mois, mais pas plus. Et on a rarement le temps d'anticiper ça. Et Nelly, tu parlais d'un interlocuteur. En vrai, l'entrepreneur qui n'est pas un pro des procédures collectives, moi, c'est ma première boîte, il n'a pas d'interlocuteur parce que tu as déjà un désalignement des intérêts entre le founder et les actionnaires
Normalement, les actionnaires au board, c'est eux qui t'aident, voire qui contrôlent ta boîte, mais c'est eux qui sont là, qui prennent les décisions avec toi. Sauf qu'à un moment, ils ont rien à gagner à ce que je dépose une session de paiement. Et ils vont pousser plutôt à aller lever des fonds, à trouver des pistes de dernière minute, comme on l'a toujours fait, parce qu'eux, ils perdent tout si je dépose la session de paiement. Et sur la fin, moi, j'ai tout à perdre à ne pas le déposer. Eux, ils ont tout à perdre à ce que je le dépose. Donc, tu as un désalignement majeur, et là, ça commence à se fighter, en coulisses ou ouvertement au board. Et l'interlocuteur, moi, j'en ai pas. C'est-à-dire que je me sens très, très, très seul. Très seul. C'est-à-dire que mon board est désaligné sur mes intérêts, c'est mon risque, c'est pas celui de mon numéro 2, c'est pas celui de mon VC, c'est mon risque perso à moi, Thierry Vignal. Et là, mon interlocuteur, je sais pas, parce que le juriste de la boîte, il a été placé par mon actionnaire, donc je suis pas dans mon camp. L'avocat, c'est l'avocat, pareil, c'est l'avocat choisi par mon VC qui défend la boîte, mais qui ne défend pas forcément moi en perso. Et donc moi, je m'adresse à qui? Je vais sur Google, je regarde ce que je risque. L'administrateur, j'ai pas une relation particulièrement amicale avec lui, je le connais pas. Enfin, je veux dire, et donc tu te sens tellement seul à essayer d'apprendre en last minute les règles de procédure collective que tu as dû mettre 5 ans pendant tes études de droit à capter. Et là, c'est juste comprendre quel est ton risque, qui est ton ami, qui est ton ennemi, à qui tu dois faire confiance. Et la solitude est vraiment écrasante à ce moment-là, où tu n'as pas d'interlocuteur. Et là, tu te tournes vis-à-vis de ta famille, non, ma famille, d'associations c'est des médecins, ils y connaissent rien. Non, j'appelle mes copains d'école et je leur dis, il n'y en a pas un qui s'y connaît un peu en procédure collective parce que je ne sais plus qui croire. On n'a pas du tout les mêmes intérêts. J'ai l'impression que je suis à risque là. Est-ce que tu peux me confirmer? Est-ce que tu n'as pas un bon avocat à me conseiller? Parce que là, voilà. C'est la peur, quoi. Là, c'est la peur. C'est Game of Thrones sur la fin. C'est tout le monde essaye de... au board, tout le monde démissionne parce qu'ils sentent qu'il y a une gestion de fait qui va leur être reprochée. Mais moi, j'ignore le concept à l'époque. Donc, en fait, tu ne sais plus à qui te confier, tu es tout seul. Donc là, j'essaye de prendre des conseils privés dans mon réseau privé. Et là, à ce moment-là, comment Là, je vais déposer ma cessation de paiement de manière... plus ou moins sans l'accord de mon board parce que j'ai pas le choix. Et mon avocate à l'époque me dit écoute Thierry, là t'y vas et shoot first, think later, parce que t'es à 45 jours donc faut y aller. Ouais. Oui, parce que c'est ça, il y a cette notion de 45 jours qui est vraiment primordiale. Et effectivement, il y a cette obligation de déposer dans les 45 jours parce que si on ne le fait pas, il peut y avoir des répercussions en termes de responsabilité pour le dirigeant parce que ça peut être assimilé à une faute de gestion. Donc c'est du pénal. Non, c'est pas du pénal. C'est pas du pénal, on reste dans le cadre de la procédure collective où effectivement il peut y avoir, si jamais la procédure passe en liquidation judiciaire, soit le liquidateur, soit le parquet peuvent poursuivre le dirigeant en sanctions. Donc c'est soit des sanctions pécuniaires, soit des sanctions personnelles comme des interdictions de gérer, faillite personnelle. Et donc effectivement le fait de ne pas avoir déposé dans les 45 jours, ça peut rentrer donc dans les fautes de gestion qui peuvent être reprochées aux dirigeants. Il faut vraiment faire attention à ça. Exactement. Ce qu'il faut savoir que pour le dirigeant, normalement, quand tu crées une boîte, il y a un écran qui te protège. Donc, tu as le perso, le pro. Et donc, en théorie, mis le mot normalement. Normalement. En théorie, tu crées une société anonyme, une SAS. Tu as ta vie perso, ton patrimoine perso, ton risque perso, qui est bien cloisonné du pro. Sauf que, en pratique, cette étanchéité théorique, elle est hyper poreuse si jamais on arrive à prouver une faute de gestion. Et donc, moi, ce que j'ai compris, parce que je le vis en live, c'est maintenant, je dois démontrer à tous les gens qui ont perdu de l'argent dans cette affaire qu'il n'y a pas de faute de gestion de ma part. Parce que je ne suis pas vraiment le gérant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les startups, ce n'est pas celui qu'on voit sur BFM qui tire les ficelles, c'est l'actionnaire qui place ses C-levels, ses directeurs généraux, etc., parce qu'ils ont mis 65 millions d'euros et évidemment qu'ils ne vont pas laisser un primo-entrepreneur gérer une boîte de cette taille sans leur accord. Donc t'inquiète pas que la boîte, elle est gérée non pas par le type qui est sur BFM, mais par les actionnaires. Donc il y a la notion gérant de droit, gérant de fait, où je ne prends pas les décisions, mais je dois les assumer devant le juge. Ça, c'est assez frustrant. Et deuxièmement, la porosité entre le pro et le perso, c'est les fautes de gestion, donc dépôt tardif. Je te passe les détournements de fonds et enrichissement personnel. Bon, là ce n'est pas le cas, évidemment. Mais tu as des trucs qui sont vraiment subtils. Par exemple, même la poursuite d'une activité déficitaire, je l'ai vu listé dans les fautes de gestion. Donc, techniquement, je suis en faute de gestion. Par exemple, il y a des chantiers où le séquestre de l'acompte travaux n'a pas été mis sur le bon compte. Je peux très bien dire que c'est une faute de gestion. Il y a des chèques de départ à des salariés qui sont au-delà des normes de marché. Donc, les AGS vont dire que j'ai fait une fraude. Parce que j'ai surpayé, comme c'est pris en charge par les AGS pour ceux qu'on n'a pas réussi à financer, et les AGS viennent m'attaquer. Et en fait, à la fin,
le dirigeant, il va cristalliser toutes les attaques des gens qui ont perdu de l'argent, donc les sous-traitants, les clients, les actionnaires, les salariés, j'en oublie plein, vraiment les créanciers bancaires, le fisc. Et donc moi, tous les matins, je me lève et j'ai des courriers d'avocats, des huissiers, avec le logo du tribunal, parce que en fait, quand tu attaques une boîte, tu regardes qui est sur le cabis, président, tu ne regardes pas qui est le numéro 2, le numéro 3, qui est actionnaire, tu prends le président et tu le défonces pour aller lui chercher une faute de gestion qui permettra d'aller chercher le patrimoine perso du dirigeant. Et il s'avère que moi, j'en ai pas de patrimoine perso parce que je ne me suis pas enrichi sur Mastéos, je n'ai pas vendu de parts, je ne me suis pas payé, je me suis même endetté. Donc, de toute façon, il n'y a rien à aller chercher. Mais pour quelqu'un qui se serait enrichi en créant sa boîte, le gros risque, c'est qu'il y ait une faute de gestion qui soit prouvée et qui fasse sauter cette cloison qui existe entre le pro et le perso. C'est ça qu'on essaye d'éviter. Oui, je confirme, c'est exactement ça. Comme tu l'as dit, en théorie, il y a cette barrière, cette frontière. Et puis, s'il y a des fautes de gestion, alors c'est très large. Le panel des fautes de gestion, ça peut être vraiment de tout. Ça peut être aussi la comptabilité, absence de retenue de comptabilité. Et donc, c'est un panel de fautes de gestion qui servent d'indices. Et donc, on accumule toutes ces fautes de gestion. Et avec ça, effectivement, on peut obtenir une condamnation contre le dirigeant de droit, donc celui qui est sur l'extra-cabis, mais également, comme tu l'as dit, le dirigeant de fait, donc qui n'est pas sur le cabis, mais qui en réalité, derrière, tire les manettes. Et c'est ce qui se passe dans ton Encore cas. faut-il prouver, de pouvoir dévier la balle sur le gérant de fait, il faut payer un avocat. Ouais. Moi, je n'ai pas d'argent puisque je ne me suis pas enrichi, donc je ne peux pas me payer un avocat. Et donc, pour dévier la balle vers le gérant de fait, voilà. Et donc, si jamais il y a un truc à savoir, c'est quand on est dirigeant, c'est bien vu de ne pas vendre de parts, de ne pas s'enrichir et tout, mais il faut quand même pouvoir anticiper de se payer un avocat en sortie si ça se passe mal, de pouvoir se payer un an de salaire parce qu'on n'a pas de chômage, les mandataires sociaux, on n'a pas de revenus, on n'est pas embauchable en sortie, il faut gérer la faillite. Donc, c'est cette pression juridique qui se conjugue avec une pression financière en l'absence de revenus et de chômage et le fait de ne pas pouvoir se défendre. Donc, moi, je vais aux audiences tout seul, sans avocat. Bah si, parce que j'ai pas d'argent pour les payer. Et même à ces moments-là, il n'y a pas d'avocat commis d'office sur des sujets comme ça. Bah non, pas sur les Chez sanctions. Razal, elle ne bosse pas gratuitement. Si tu veux m'aider pro bono, je te ferai de la pub. Mais voilà. Ah oui, donc là, tu apprends un nouveau métier, c'est de te défendre face à... Avec les moyens du bord. Ouais. Ouais. Face à des gens qui peuvent se payer des avocats. Ouais. Et donc là, la procédure, elle dure... Enfin, on voit la faillite. Et c'est pas parce que moi j'ai fait faillite, mais on a vendu les actifs à un repreneur, mais les sociétés qui détenaient ces actifs sont mis en liquidation. Les actifs ont été repris par le groupe Novaxia qui a aussi repris beaucoup de salariés, c'est une bonne nouvelle. Mais n'empêche que c'est pas quelque chose où tu vends et tu pars à Ibiza. C'est 2 ans et ça peut même durer une décennie entière pour terminer une faillite, une liquidation. Ouais. Et finalement, tu es convoqué plusieurs fois. Ouais, au tribunal de commerce. Là, j'ai été convoqué à une audience de 2 heures pour un chariot élévateur qui n'aurait pas été rendu à un sous-traitant. Donc j'étais devant le juge. Et ça prend du temps, quoi. Ça veut dire que je ne peux pas prendre un autre métier à côté puisque j'ai une demi-journée par jour consacrée à ça. Enfin, voilà. En fait, c'est terrible le risque quand il se matérialise pour le mandataire social. Moi, quand j'ai signé les statuts de Mastéos et que je me suis mis président, bon, tu vois, c'était vraiment, on a tourné une pièce au hasard et j'ai mis Maxime DG, moi président, et puis ça fait bien sur LinkedIn. Mais en fait, non, on ne se rend pas compte à quel point le numéro 1 prend tous les risques. Il y a un écart monstrueux entre le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 1, il cristallise les attaques et c'est lui qui a tout à perdre. Et est-ce que le numéro 2, justement, était à tes côtés ? Est-ce que vous avez réussi à... Oui, on s'entend très bien, et le numéro 3, etc. Mais vraiment, c'est moi qui reçois les courriers, et c'est moi qui vais aux audiences, et c'est moi qui suis à risque personnellement. Et la notion gérant de droit, gérant de fait, elle existe en cours à la fac, mais en pratique, je peux en parler autant que je veux au juge, j'ai pas d'éléments, quoi. C'est la signature du président qui est sur les documents, donc on part du principe que c'est lui qui a pris la décision. Et à ce moment-là, la gestion des équipes qui sont encore là ? En amont, il faut maîtriser une com assez complexe. C'est de l'équilibrisme parce qu'il ne faut pas faire peur à la presse, il ne faut pas démotiver les salariés, mais il faut quand même être transparent sur la situation. Et nous-mêmes, on a de l'info qui change toutes les 24 heures parce que c'est un environnement très volatile. Et donc, la com de crise est extrêmement difficile parce qu'il on ne peut pas retenir de l'information parce que ça va créer... ça va créer de la défiance et en même temps si on dit tout, on perd les clients, on perd la motivation des salariés et donc c'était compliqué maintenir une motivation salariale. On passe forcément pour le méchant dans ces cas-là parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être payés, il y a des promesses qui ne seront pas tenues.
Mais il faut quand même, il y a quand même une boîte à vendre, parce que moi j'ai cédé les actifs, donc il fallait quand même maintenir une substance, pas dégrader la marque alors que c'était public qu'on était en faillite, pour pas que le deal capote, parce que les gens n'ont pas envie de racheter une marque qui est dégradée. Voilà, c'était très compliqué. Chez Azad, toi, tu as vu beaucoup d'actions comme ça où l'entrepreneur garde le courage de montrer que tout va bien publiquement et derrière. Oui, c'est ça. Mais c'est très compliqué psychologiquement aussi. Parce qu'en fait, quand vous ouvrez une procédure collective, il y a aussi tout cet aspect psychologique derrière. Et en général, on parle des 3D, c'est-à-dire dépôt de bilan, divorce et dépression. C'est ça, je l'ai appris tout à l'heure, c'est à peu près ce que je dis. On en parle à chaque fois parce que c'est quasiment systématique, malheureusement. Ça a des répercussions psychologiques sur la santé et c'est très dur. Il faut garder cette motivation, cette résilience. Alors, il y a aussi des associations de soutien aux dirigeants qui sont là, mais pareil, en général, ils ne les connaissent pas. Mais c'est très, très compliqué, effectivement, de rester positif et de se battre. Finalement, moi, je fais quand même un rapprochement avec la vie en général. C'est-à-dire qu'on ne se renseigne pas aujourd'hui sur les pompes funèbres, entre guillemets. On est un peu dans la même thématique, c'est qu'on ne se renseigne pas sur qui va venir nous sauver quand on doit partir en faillite. Et c'est vrai que c'est l'idée de cette émission, c'est justement de mettre en exergue le fait qu'il y ait des associations, il y a des gens qui sont impliqués bénévolement, des avocats qui s'impliquent. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que d'en parler plus, de montrer que l'échec n'est pas... Enfin, ça fait partie de la vie de l'entreprise de toute façon. On échoue que pour remonter plus vite derrière. Et puis je pense que c'est une expérience en plus qui t'enrichit pour l'étape d'après finalement. Mais sur le moment, c'est comment tu trouves l'énergie, les clés, l'environnement qui te permet de sortir de ce chaos. C'est ça le plus compliqué finalement. Il faut deux énergies. Il faut une énergie pour résister au stress écrasant de la procédure et à la solitude du dirigeant dans ces cas-là. Ça, c'est une énergie de résistance. Et il te faut une énergie créatrice pour ton prochain projet. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de filet de sécurité. Donc, il faut très, très vite pouvoir repartir sur un projet. Et un entrepreneur, il n'est pas embauchable. Moi, si je postule chez Danone, personne ne va me prendre. On sait très bien que les entrepreneurs, ils ne retombent pas dans le salariat. Donc, en fait, la seule option d'un entrepreneur qui est faillite, c'est de remonter une boîte. Exactement. Mais pas dans 6 mois, parce que dans 6 mois, il y a des loyers à payer. Dans 1 mois. Et comment tu trouves cette énergie créatrice de l'entrepreneur alors même que tu dois essayer de ne pas te faire écraser par la justice et par les créanciers? C'est une double énergie à trouver. Moi, je connais des gens qui ont vécu à peu près ça et qui ont fini à l'hôpital en dépression nerveuse. Il y a des histoires qui sont vraiment pas drôles là-dessus, d'entrepreneurs qui ont fait faillite. Moi, j'ai trouvé quelque chose de salvateur à travers le sport, donc je suis devenu complètement addict au sport. Il y a le soleil. Le soleil, j'ai écrit, je voulais dire, on est encore vivant et tout va bien, il n'y a pas eu mort d'homme, donc il y a quand même du soleil. J'ai écrit Kikou les Spitsou. C'est ma petite phrase de débile pour rappeler aux gens qu'il ne faut pas trop non plus se prendre au sérieux et toujours avoir un peu de détachement. Moi, j'ai 2 chiens, c'est des Spitz, tout le monde se moque de moi parce qu'on dirait des nounours. Je les appelle les Spitsou. Et chez Mastéos, pour déstresser tout le monde, j'ai instauré le Kikou, comme sur MSN dans les années 90. Et donc, tout le monde s'est dit Kikou au bureau. Donc, comme ça, c'est l'ambiance second degré pour rappeler que c'est catastrophique, mais on a aussi le droit de faire un pas de côté et de garder une certaine légèreté vis-à-vis de la vie, d'où mon Kikou, les Spitsou dans le soleil. Ça et le sport et voilà. Finalement, c'est la résilience et la façon de prendre du recul dans la situation parce que finalement, tu as la tête dans le guidon et tu es ton entreprise. Enfin, finalement, tu es personnifié comme ton entreprise. On en a parlé tout à l'heure sur d'autres émissions. C'est vraiment ça. De toute façon, c'est l'entrepreneur qui descend. Forcément, il est personnifié. Il ne fait qu'un avec la boîte. Et c'est comment tu arrives à te dire finalement, je ne suis pas ma boîte. Ou alors ça, dans l'échelle de mes problèmes, c'est le numéro 17. Ouais. Mais d'abord, comment tu survis? Comment je fais pour manger demain? Comment je fais pour me défendre face à telle attaque judiciaire, face à tel créancier? Et le fait d'être dans la survie, ça empêche aussi de déprimer parce qu'en fait, quand tu te bats pour survivre, en fait, tu vis. Parce que t'as pas le temps de te dire oh je déprime, j'ai été dépersonnifié de ma boîte, je sais pas quoi, parce qu'en fait c'est pas l'objet. L'objet c'est comment je vais manger et comment je vais trouver l'énergie pour refaire un projet. Oui, et là c'est pas le temps de déprimer. Limite c'est l'instinct. Enfin tu reviens un peu aux fonctions primitives de il faut manger ça. Quoi. Ouais, exactement. Et finalement donc l'opération se finit. Ouais. Donc rachat des actifs. Ça ne fait que commencer, du coup, la liquidation se commence. Parce que les actifs, ils ont été repris, maintenant il faut liquider, ils n'ont pas repris toutes les dettes, il y a plein de gens qui ont perdu d'argent et qui intentent des procédures. Et donc c'est gérer ça.
Et donc là, Sherazade, sur la gestion, qu'est-ce que tu recommandes? Je trouve que ce qui est important, juste pour rebondir sur ce que tu disais, le fait de... C'est pas parce qu'une entreprise part en liquidation judiciaire qu'après le dirigeant ne pourra pas recréer effectivement une autre structure, avoir un autre projet, s'il n'y a pas d'interdiction de gérer. C'est une épée de Damoclès, ça. Voilà, et je ne le saurais pas avant 2 ans. Bah oui, c'est ça. Donc en fait, je ne sais pas quelle sauce je vais être mangé, parce que si ça se trouve, en fouillant, ils vont trouver une faute de gestion dont je ne dois même pas être au courant ou dont je ne suis pas à l'origine de la décision, mais il y avait ma signature. Et je ne sais pas si je vais pouvoir recréer une boîte. Donc dans le doute, qu'est-ce que je fais? J'en crée une, j'en crée pas, je fais quoi? Pour l'instant, tant que tu n'as pas l'interdiction de gérer, tu as le droit de le faire. D'accord, donc j'ai 2 ans pour faire une boîte. Une toute autre boîte avec une autre activité, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que je comprends qu'il y a cette épée de Damoclès, mais bon, ce qu'il faut en garder, je pense, c'est un message d'espoir et le fait de se dire que le rebond, c'est possible. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a eu échec que c'est la fin de... C'est pas la fin. Moi, le message d'espoir, j'ai pas encore rebondi, donc je sais pas si c'est possible et je sais pas si je survivrai à cette période. Mais en tout cas, si j'ai un message positif à faire passer, c'est que la phase ascendante, l'aventure que j'ai vécue, je la revivrai. Si c'était à refaire, je la referais, parce que c'est un truc qu'on vit une fois dans la vie. Dans la pyramide de Maslow, c'est le dernier étage qu'on va chercher directement. Alors on ne mange pas, tous les étages en dessous, ils sont pas satisfaits, mais le dernier étage de la pyramide de Maslow. Et l'avoir vécu, je le referai malgré l'enfer de la faillite. Tous les jours de la semaine, je reprends la même décision de recréer cette boîte. Évidemment, si c'était à refaire avec l'expérience, je le ferais de manière beaucoup plus conservatrice et prudente et un pied devant l'autre. Et je n'irai pas céder aux sirènes du venture capital sur ma prochaine boîte. Mais en tout cas, l'entrepreneuriat fait vivre des choses tellement intenses que malgré le risque que prend le dirigeant, ça vaut le coup. Ça vaut encore le coup. Finalement, c'est ce que tu disais, c'est que c'est une drogue, presque une addiction. Que ce soit quand on est en bas ou quand on est en haut, finalement, tous ces moments-là sont... C'est un film d'action, mais bon, l'addiction, elle a quelque chose de négatif. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ça éteigne les vocations entrepreneuriales de voir à quel point on peut finir mal, si ça se passe mal, parce qu'en vérité, c'est rare déjà. Et puis au moins les gens qui écoutent sont prévenus et ne referont pas mes erreurs. Ils se prendront une assurance chômage du dirigeant, ils mettront de l'argent de côté pour payer l'avocat, ils anticiperont un peu mieux, ils seront un peu plus prudents vis-à-vis du venture capital. Mais en tout cas, c'est au-delà de l'addiction à l'adrénaline, il faut vivre une aventure entrepreneuriale une fois dans sa vie pour s'accomplir en tant qu'être humain, parce qu'on se découvre soi-même. Et ça vaut tout l'or du monde. Merci infiniment de ce passage. C'était, je pense, intéressant de voir à quel point il y a des solutions. Alors, quand on est dedans, on ne les voit pas forcément, mais justement, c'est tout l'intérêt de cette émission. Merci d'être venu. J'espère que tu as passé un bon moment dans Roller Coaster. Je t'invite à signer ton ticket, ton passage. Allez. Et merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à le partager, le commenter. C'était Nelly Meunier. On se retrouve dans le prochain épisode. À plus tard.